Bonjour, Patrick Fournier avec vous pour le chapitre 9 qui porte sur les différents critères d'investissement qu'on utilise en finance. En finance, on distingue souvent les trois grandes décisions de la finance qu'on appelle, donc la fameuse décision de financement, dont on a parlé un petit peu avec le coût moyen pondéré du capital, la structure de capital, la décision d'investissement, ce dont on va parler essentiellement dans ce chapitre-là et dans les chapitres suivants sur la vente, et la décision de dividende qu'on n'abordera pas à l'intérieur du cours de finance 1, mais dont on aura l'occasion de reparler plus tard si vous poursuivez votre cheminement en finance. Chapitre 9 porte très bien son nom, donc remarquez que ça ne s'appelle pas les critères d'investissement, ça s'appelle bel et bien la vanne et les autres critères d'investissement. C'est vraiment ça la situation, là. Il y en a plusieurs qui sont utilisés en pratique, il y en a plusieurs qui existent. On va faire le ménage entre eux, mais c'est clair, une des leçons, un des points à retenir pour ce chapitre-là, c'est que c'est clairement la vanne qui est le critère tout indiqué. Donc c'est pas pour rien que le reste du cours de finance 1, on va le consacrer exclusivement à la fameuse vanne. C'est pas un chapitre très compliqué. Le livre fait un excellent travail pour bien décrire les différents critères qu'on voit ici là, dans le plan détaillé du chapitre. Les calculs sont clairs, puis c'est souvent une méthode étape par étape. On a juste à suivre la méthode et appliquer les calculs, et ça se calcule quand même assez bien. À l'examen, évidemment, vous avez droit aux formules, vous allez avoir toute la documentation nécessaire. Donc, moi, mon rôle ici, c'est pas de passer tous les calculs étape par étape. Vous avez les exercices, les documents, le manuel qui vont vous permettre de faire ça. C'est plus de faire le ménage, d'insister sur les choses qui ne sont pas présentes dans le manuel, vous permettre de bien comparer les critères entre eux, discuter de leur relative utilité. Donc, à tout seigneur, tout honneur, on commence avec la vanne. Concept très simple. On le survole ici là, à l'intérieur de ce chapitre-là. On veut vous faire comprendre que c'est de loin le meilleur critère, mais on en fait une version simple. Les détails, on va les aborder à l'intérieur du chapitre suivant, chapitre 10, qu'on va couvrir pendant un bon bout de temps. Là, on va faire beaucoup d'exercices et de pratiques à l'intérieur du chapitre 10. Ici, simple aperçu du critère. Tout simplement, on parle souvent en économie et en finance d'une analyse coût-bénéfice. Ben, la vente, c'est ça. On va calculer les bénéfices, les rentrées d'argent, les rentrées de fonds d'un projet, et on va soustraire ses coûts, ses déboursés. Seule chose, c'est qu'on va vouloir faire attention, évidemment. On parle en finance, le temps c'est de l'argent, on connaît nos mathématiques financières, donc ce ne sera pas juste de soustraire des coûts des bénéfices. Il va évidemment falloir tenir compte de la valeur dans le temps de ces montants-là. Donc, on va tout actualiser nos flux monétaires, autant les sorties que les entrées de fonds. On actualise tout, on fait la différence entre les deux. Il va nous rester un montant positif. On crée de la valeur. On a une valeur actuelle nette positive, c'est un bon projet. Valeur actuelle nette négative, ça veut dire que la valeur actualisée des coûts est plus importante que la valeur actualisée des rentrées d'argent. Donc, on détruirait de la valeur. On est en train d'accepter un mauvais projet là, si on accepte des projets à vanne négative. Apportez votre attention sur les deux petits points en bas. Ça va revenir pour tous les critères qu'on va survoler aujourd'hui. Donc, la décision d'investissement en finance, il y a deux contextes, si on veut. Des fois, on va être en situation de projet indépendant. Donc, on a plusieurs projets qu'on doit décider si on accepte ou on refuse. Projet indépendant, ça veut dire que le fait d'accepter ou non le premier projet n'a aucune influence sur le deuxième, le troisième, le quatrième projet qu'on évalue. Donc, vous avez 5 projets différents à évaluer. Si j'accepte ou non le premier, les autres, ça n'affectera pas ma décision. Par opposition à des projets mutuellement exclusifs, plusieurs projets, mais à ce moment-là, il va y en avoir juste un qui va être sélectionné. Ça arrive dans les situations où est-ce qu'on a un capital limité pour lancer notre projet. On doit en choisir un seul, ou c'est des projets qui se remplacent là, un avec l'autre. Si je veux construire un entrepôt, une nouvelle usine, un endroit, puis j'hésite entre 3 endroits différents pour mon usine, bien évidemment que je vais choisir un seul endroit. Et une fois que j'aurai choisi mon projet, je n'irai pas faire 2 usines. Là,
C'est un exemple de projet mutuellement exclusif. L'exemple qu'on va utiliser tout au cours de ce chapitre-là, c'est un exemple de projet mutuellement exclusif. Petit aperçu de la méthode de la vanne, étape par étape. Juste portez votre attention. Nous, ici, dans le fond, on va surtout s'attarder aux points 3 et 4. On va faire l'estimation des flux monétaires à l'intérieur du chapitre 10. Aujourd'hui, on vous les donne. Juste faire attention, le point 2, à l'intérieur du cours, évidemment, on calcule les valeurs actuelles de flux monétaires. Donc, il va falloir avoir un taux d'actualisation. À l'intérieur du cours, ce taux-là va vous être fourni, va vous être donné tout simplement. Juste garder en tête qu'en pratique, c'est souvent le gros défi de la vanne. C'est souvent, il faut estimer les flux monétaires. C'est pas toujours évident, mais trouver le bon taux d'actualisation, ça peut poser un certain challenge, un certain défi en pratique. À l'intérieur du cours ici, ce ne sera pas un problème. Donc, l'exemple qu'on utilise à travers tout le chapitre, je ne le lis pas avec vous, je vais vous le laisser lire. Vous pouvez peser sur pause ou vérifier vos notes de cours séparément si vous voulez bien comprendre l'exemple. Mais essentiellement, on a le bon tableau ici qui nous résume l'information. On doit choisir un de ces trois projets-là. C'est trois projets qui sont mutuellement exclusifs. On va en choisir seulement un, évidemment. Combien d'argent j'ai besoin? Une mise de fonds initiale. Donc, ces mises de fonds-là sont au temps zéro. Donc, j'ai pas besoin d'actualiser quoi que ce soit. Je veux avoir mes montants en valeur d'aujourd'hui. C'est déjà le cas pour cette mise de fonds-là ici. Et on voit les bénéfices du projet qui sont apportés. Donc, peu importe le projet choisi, je vais avoir des entrées de fonds supplémentaires de 25 000 $ par année. C'est au niveau des coûts où je remarque des différences avec mes projets. Recette annuelle nette des projets, donc c'est simplement la différence entre les montants supplémentaires fournis moins les frais d'entretien. Dans le cas des deux premiers projets, ce montant-là est fixe. Dans le cas du dernier, on va avoir une croissance dans les frais d'entretien. Donc, le 19 200 ici est vrai seulement pour la première année. Je vous avais envoyé, vous avez disponible le petit document qui faisait les solutions pour les différents chapitres. Alors, pour la vanne, ici, vous avez la formule ou l'équation qui nous permet de calculer cette valeur actuelle nette-là. L'idée de base, c'est toujours la même. Vous voulez actualiser tout ce qui rentre, tout ce qui sort, et faire la différence entre les deux. Dans le cas de la route de détour, le 10 000 $ qu'on avait ici, c'était les entrées de fonds nettes, le 25 000 moins le 15 000 à chaque année. Donc, j'ai un 10 000 $ de profit net supplémentaire à chaque année. Pendant 10 ans, on avait un taux d'actualisation de 10% qui est spécifié dans le problème. Donc, c'est une annuité simple. Donc, 10 000 $ pendant 10 ans, actualisé à 10%, moins le 50 000 qui est l'investissement initial, le coût initial du projet en dollars d'aujourd'hui. Donc, la façon d'interpréter cette vanne-là, c'est 11 446. Si vous acceptez ce projet-là, vous créez aujourd'hui 11 446 $ de valeur. Vous ajoutez cette valeur-là à votre compagnie. De façon similaire pour le pont d'acier, il y avait une petite distinction pour celui-ci parce qu'il y avait une valeur de rebut à la fin, mais c'est essentiellement le même principe. Petite particularité de plus pour le dernier projet, on va y aller de façon séparée pour les recettes et les déboursés parce qu'on avait une croissance ici pour les sorties de fonds. Donc, on a une formule d'annuité en croissance pour calculer la valeur des déboursés, mais c'est essentiellement la même chose. Valeur actuelle des recettes moins valeur actuelle des déboursés, l'investissement initial, pour obtenir la valeur actuelle nette. Plus grosse valeur actuelle nette, meilleur projet, tout simplement. Donc, si on se fie à nos calculs ici, le pont de bois avec sa valeur actuelle nette de 17 000 $ serait le meilleur projet. Une vanne, c'est ça, dans l'essentiel. C'est la méthode par excellence parce que ça nous permet de tenir compte de la valeur d'argent dans le temps. Ça nous permet de tenir compte de tous les cash flows, tous les flux monétaires d'un projet. Il faut avoir le bon taux d'actualisation. Il faut avoir confiance dans les flux monétaires qu'on a estimés. Mais si vous avez des bonnes données, des bonnes estimations, c'est de loin la méthode par excellence. Donc, je passe pas plus de temps que ça sur la vanne. On va avoir l'occasion d'en reparler amplement dans le chapitre suivant.
Autre critère qu'on rencontre souvent, délai de récupération, ce qu'on appelle régulièrement en pratique un payback. Très, 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 très simple, c'est son gros avantage. Très utilisé dans les compagnies qui sont plus ou moins sophistiquées ou qui ont des gestionnaires avec peut-être plus âgés ou qui ont moins d'expérience, moins de formation en finance. Tout ce que c'est le temps en années, généralement, nécessaire pour recouvrir votre investissement initial. Vous avez un projet qui vous coûte 100 000 $ à démarrer, un investissement initial de 100 000 $, génère des recettes supplémentaires, des profits supplémentaires annuels de 20 000 $. Donc, 20 000 $, 5 ans fois 20 000 $. En 5 ans, vous allez avoir récupéré votre mise de fonds initiale. Donc, le payback, le délai de récupération du projet est de 5 ans. Évidemment, plus le délai de récupération est court, mieux c'est, plus le projet est intéressant. On voit ici, si vos flux monétaires sont constants, alors tout simplement, là, dans mon exemple, j'avais 100 000 $ divisé par 20 000, 5. C'est le cas ici de mes 2 premiers projets. On va pouvoir appliquer ce petit calcul-là de façon assez simple. Donc, mon premier projet me coûtait 50 000 $, me rapporte 10 000 $ de plus par année. Au bout de 5 ans, je vais avoir recouvré ma mise de fonds. Similairement pour le pont, avec un délai un petit peu plus long. Je retourne en arrière ici. Si vos flux ne sont pas constants, il va falloir faire attention, faire un espèce de petit tableau ici pour représenter. Bon, en fond, on partirait avec notre investissement à recouvrer. On partirait avec, dans ce cas-ci, 100 000 $ à recouvrer. Et à chaque année, le flux monétaire, le profit net supplémentaire qu'on récupère, nous permet de réduire ce montant-là. Et l'idée, c'est de trouver le point où on arrive à zéro. Donc ici, après 5 ans, il nous reste 5 183 à récupérer, à recouvrer. On sait qu'on va récupérer 18 596 lors de la 6e année. Donc on peut faire une petite approximation, supposer que les recettes sont gagnées de façon linéaire pendant toute l'année. Donc ça va faire 5 ans plus cette fraction-là ici, 5 ans et quelque chose, pour obtenir notre délai de récupération. C'est pas un excellent critère. OK? On ne tient pas du tout compte de tous les flux. Donc, remarquez qu'on arrête, dès qu'on a récupéré notre mise de fonds initiale, on arrête de compter, on a notre information. Grosse faiblesse de la méthode. Autre grosse faiblesse, aucune actualisation, on ne tient jamais compte de la valeur de l'argent dans le temps. Donc, ça peut être un gros problème là, dans le cas du délai de récupération. Exemple complètement ridicule, mais qui va peut-être bien illustrer les défauts de la méthode. Vous avez un projet comme ça qui coûte 100 $. Il vous rapporte 50 $ par année. Vous avez un délai de récupération de 2 ans. Vous avez un autre projet à côté qui est comme ça. Au bout de 3 ans, un autre projet vous coûte 100 $. Au bout de 3 ans, ce projet-là vous en rapporte 500, 5000, c'est le chiffre que vous voulez. Ce projet-là aurait un délai de récupération de 3 ans. Et donc, si on utilise le payback comme critère, on aurait tendance à privilégier ce projet-ci, ce qui est complètement stupide là, comme décision. Bon, si vous avez des projets comparables avec des ordres de grandeur comparables, c'est pas un problème majeur. Au moins, ce critère-là est facile à comprendre, facile à communiquer, n'importe qui peut l'utiliser. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un critère encore assez populaire et qu'on rencontre fréquemment en pratique. Mais vous, votre rôle, ça va être d'évaluer la pertinence d'utiliser un critère comme ça, de communiquer avec les gens qui utilisent seulement ça, leur faire comprendre c'est quoi les avantages, les inconvénients de cette méthode-là. Mais même si, théoriquement, quand on connaît nos mathématiques financières, ça semble pourri comme critère, il y a quand même une petite raison d'être, il y a des avantages qui ne sont pas négligeables, puis ça vous permet de communiquer avec des gens qui utilisent ces critères-là de façon quand même assez fréquente, là, il faut l'admettre. Là. Je prends une pause, j'arrête ici pour la première partie, puis je vais continuer avec le prochain critère dans la deuxième partie. À tantôt.